Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télévisions locales de France, avec le réseau VIA et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin sur ce plateau, en direct, c'est Elisabeth Borne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre chargée des Transports. Merci d'être là ce matin pour vous interroger à mes côtés. Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour. Oriane. Et Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Cyril. Le plus grand quotidien francophone du monde d'ailleurs, et plus grand quotidien français. Merci d'être là. Votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Elisabeth Borne à partir de 10h ce matin. On démarre avec l'actualité, si vous le voulez bien. On a appris cette semaine, d'ailleurs le maire de Toulouse était notre invité, l'arrêt des commandes en fait, parce que vous allez l'expliquer, de l'A380. Est-ce un échec de l'industrie européenne ? Je pense que ce n'est pas du tout un échec. l'A380, c'est un très beau succès. C'est un avion qui est très apprécié par les compagnies qui les ont achetés, par ceux qui utilisent cet avion. Mais c'est vrai que le marché du transport aérien a changé, qu'on a plus des liaisons, vous savez ce qu'on dit, de point à point, et moins ce fonctionnement en hub. C'est quoi, c'est le gros porteur qui est en cause ? Oui, c'est le pari qui avait été fait d'avoir des destinations extrêmement chargées, et donc où le A380 avait toute sa pertinence. Aujourd'hui, il s'est développé d'autres types d'avions, ce qu'on appelle les monocouloirs, qui permettent de faire ces trajets de longue distance avec des avions plus petits. Mais moi, je voudrais vraiment passer un message de confiance dans Airbus. Airbus va bien, a un carnet de commandes bien rempli, et à la place des A380, il y a d'autres avions qui arrivent, des A330 Neo, on des termine A350. les commandes quand même, hein. Ça veut dire que la chaîne de fabrication n'est pas interrompue pour l'instant. La chaîne de fabrication n'est pas interrompue, elle continuera jusqu'à fin 2021, et voilà, les salariés qui sont sur cette chaîne de fabrication vont pouvoir être maintenant réaffectés sur d'autres avions qui marchent très bien. Alors, on a entendu votre message de confiance, mais Airbus, c'est quand même 3500 emplois en Europe, dont beaucoup d'emplois à Toulouse. Est-ce qu'il y a des emplois menacés par l'arrêt de cette production de la 380 ? Je pense que clairement non. Hein. Cet avion s'arrête, mais d'autres avions marchent très bien, et en particulier Emirates, qui a revu à la baisse sa commande de A380, a dans le même temps annoncé des commandes très importantes sur justement le A330 Neo et l'A350 qui est un nouvel avion qui va certainement avoir un succès aussi important que les A320, A330 qui marchent très très bien. Alors vous soulignez le formidable succès qu'a été Airbus, c'est une très belle aventure européenne. Dans le même temps, dans l'actualité récente, on a vu que la Commission européenne vient de refuser en fait le rapprochement entre Alstom et Siemens. Est-ce que vous comprenez cette décision de la Commission européenne ? Très clairement, moi je considère que c'est une faute, que c'est une erreur à la fois sur le plan économique, c'est une erreur aussi sur notre capacité à faire face aux géants mondiaux qui viendront demain certainement concurrencer nos entreprises. C'est pour ça qu'on a pris une initiative, la France a pris une initiative avec l'Allemagne pour demander que les règles avec lesquels on apprécie justement ces enjeux de concurrence évoluent, qu'on prenne en compte qu'aujourd'hui le marché il est mondial, et puis aussi que les États puissent avoir leur mot à dire, et donc on revoit les procédures d'examen de ces dossiers par les autorités de concurrence. Est-ce qu'il faut cesser justement les transferts de technologie à la Chine ? On voit par exemple que la Chine en quelques années a su mettre sur pied un leader mondial sur les lignes TGV. Il faut garder notre avance, c'est toute l'importance d'investir dans l'innovation, dans la recherche. Vous savez que la France a des dispositifs qui marchent très bien. Le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui marche très bien, mais ça montre qu'il faut continuer à innover, à prendre des longueurs d'avance, qu'il faut aussi savoir travailler à l'échelle européenne, et c'est ce qu'on fait vraiment sur ces sujets industriels. C'est ce qu'on voulait faire avec Alstom Siemens, c'est ce qu'on va faire avec des batteries, par exemple. Il faut être capable de bâtir des champions européens dans cette concurrence qui est mondiale. Allez, on met les batteries. Oriane Mancini. Alors on vient tout de suite aux batteries. C'est sur les voitures électriques, puisque Emmanuel Macron a présenté mercredi soir un plan justement pour encourager la voiture électrique. Alors la voiture électrique aujourd'hui c'est 2% des immatriculations, environ, c'est ça, 200 000 véhicules. Votre ambition c'est 1 million d'ici 2022. Est-ce que cet objectif pourrait être atteint ? On se donne tous les moyens pour que cet objectif soit atteint. Vous voyez, on part du constat que dans beaucoup de nos territoires, la voiture restera la colonne vertébrale des mobilités. Et tout l'enjeu, c'est que la voiture soit plus propre,
qu'elles consomment moins et donc que du coup ça pèse moins sur le pouvoir d'achat, que demain ces voitures elles soient aussi autonomes. Et donc c'est tout l'enjeu et toute la démarche qu'on a lancée. Donc il y a à la fois cet objectif de multiplier par 5 les ventes de voitures électriques. Dans l'année, on donnera la trajectoire de bonus pour soutenir ces voitures. C'est aussi le développement de toutes les bornes de recharge. Vous savez qu'on a aussi l'objectif de multiplier par 5 les bornes de recharge. Et pour ça, dans la loi mobilité, on a des dispositions qui permettront de diviser par 2 les coûts de raccordement de ces bornes électriques. On va aussi raccourcir les délais, faire un véritable droit à la prise. Permettre là aussi, il y a une concurrence chinoise, parce que le marché des batteries pour les voitures électriques il est dominé par l'Asie. Emmanuel Macron parle d'un Airbus de la batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a une chance de voir le jour? On travaille avec nos partenaires allemands pour lancer un champion européen dans la batterie. Vous avez vu qu'on a annoncé qu'on allait mettre 700 millions d'euros pour développer cette filière de batterie. Et c'est sur 5 ans, très 700 millions d'euros sur 5 ans. C'est pas polluant? C'est un enjeu aussi très important de s'assurer qu'on travaille aussi sur le recyclage de ces batteries, sur la deuxième vie des batteries. Les batteries, elles vont aussi avoir un rôle très important à jouer quand on développe des énergies renouvelables qui sont intermittentes, donc il faut stocker de l'énergie. Donc ces batteries qui sont d'abord utilisées dans les voitures, elles auront aussi des secondes vies et c'est toute cette filière à laquelle il faut travailler. Juste pour terminer sur ce dossier, est-ce qu'il n'y a pas un risque social si on va trop vite, avec plusieurs centaines de milliers d'emplois qui pourraient être concernés dans l'industrie européenne, si on arrête trop vite le diesel? C'est pas des centaines de milliers d'emplois, mais il faut effectivement être très attentif et c'est tout l'enjeu de toutes les transitions qu'on a à mener. Il faut qu'elles soient débattues, accompagnées, qu'on anticipe aussi ces transitions écologiques. Et donc c'est vraiment le sens de l'action que mène le gouvernement, d'accompagner cette évolution vers des véhicules plus propres. Mais vous comprenez que les Français à qui on a dit pendant des années que le diesel c'était la solution, qu'il fallait acheter des véhicules diesel, aujourd'hui soient en colère. Et puis d'autre part, il y a les salariés effectivement de ces entreprises qui travaillent sur le diesel, qui s'inquiètent pour leur emploi. Alors je le comprends très bien, vous savez, moi j'ai participé à des débats où j'ai effectivement entendu les Français qui disent vous nous avez poussé à acheter des diesel, maintenant vous nous dites que ça va pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment accompagner ces transitions. C'est pour ça qu'on a par exemple mis en place une prime à la conversion qu'on a renforcée, qui est de 4 000 € pour ceux qui roulent beaucoup. Donc il faut accompagner ces transitions, aider les Français à changer de voiture. Et évidemment, il faut aussi accompagner les sites industriels qui sont concernés, accompagner aussi la reconversion des salariés. Lyon-Turin, Oui, un Lyon-Turin, un autre sujet, puisque un rapport italien torpille le Lyon-Turin, projet de liaison ferroviaire. Ce rapport italien, d'experts italiens, dit que le projet n'est pas rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, le Lyon-Turin est enterré ? Clairement pas. Vous savez, c'est un projet très important. Si je vous cite un chiffre, aujourd'hui, dans les échanges, les transports de marchandises entre la France et l'Italie, le ferroviaire, c'est 8%. Entre l'Italie et la Suisse, c'est 70%. Donc, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une situation comme ça? En tout cas, je peux vous dire que les élus des territoires concernés, moi j'y étais récemment, j'étais en Savoie avec les élus de Haute-Savoie et d'Isère, ils n'en peuvent plus de voir des camions, il y a des enjeux de pollution, donc c'est tout l'enjeu de ce projet. Donc nous, la France respecte clairement le temps qu'a souhaité prendre nos partenaires italiens, mais aujourd'hui, on dit clairement aussi aux Italiens qu'il faut que cette décision, elle vienne. Il y a des financements européens à la clé. Vous savez, 40%, peut-être même 50% de financements européens. Et il faut qu'une décision intervienne maintenant pour qu'on ne perde pas ces financements. Donc vous dites au gouvernement italien, prenez votre responsabilité, Absolument. Ce projet doit se faire. Absolument. Alors, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et notre invité politique. Ce matin, Emmanuel Macron, président en campagne. C'est en tout cas ce que pensent les Français. Des sondages sont très parlants de ce point de vue. Voilà, cette tournée des territoires, cette rencontre avec les élus, les citoyens, ça paraît être une campagne électorale pour la majorité des Français. Écoutez, on peut dire tout et son contraire. Vous voyez, on nous dit aussi qu'on est trop loin des territoires. On disait que le président de la République était peut-être, comme ses prédécesseurs, victime de l'enfermement de l'Élysée. Là, il est sur le terrain. On ne va pas lui reprocher d'aller débattre avec les Français. Mais le grand débat, c'est 8000 réunions qui sont programmées. Donc, on voit effectivement celles qui sont retransmises, auxquelles participe le président de la République. Il y a des démarches de ce type-là, 8000 réunions dans les territoires, où il y a des échanges
très important, passionnant. Moi, j'ai participé à un certain nombre de ces débats. Je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment de rassurant et même d'enthousiasmant de voir que les Français ont envie de débattre de tous ces sujets, tous ceux qui sont dans le débat, qu'il s'agisse de la fiscalité des dépenses publiques, de la présence des services publics, du pouvoir d'achat, de la transition écologique. Tous ces sujets sont débattus par les Français. Patrice Moyon. Le projet de loi mobilité, vous avez décalé justement cette présentation d'un mois parce qu'il y avait ce grand débat. Qu'est-ce que vous attendez justement autour de ces questions de mobilité ? Qu'est-ce qui remonte du terrain ? Et comment est-ce que ça va nourrir ce projet de loi ? Vous savez, moi, ça fait des mois que je porte la nécessité de lutter contre les fractures territoriales, sociales, environnementales que connaît notre pays. C'est le sens de la réorientation, par exemple, des investissements qu'on va maintenant consacrer à l'entretien, à la régénération des réseaux, au désenclavement routier des territoires qui sont encore mal desservis, à la désaturation aussi, à la capacité à offrir plus de trains autour des grandes villes. Et ce projet de loi, moi je le conçois vraiment comme une boîte à outils pour permettre aux élus de prendre les bons outils pour répondre aux besoins de mobilité dans les territoires. Alors les sénateurs sont inquiets sur le financement de cette loi mobilité. Il y a un problème quant à la sincérité de la trajectoire budgétaire, disent-ils. Que leur répondez-vous ? Alors, je les remercie de se préoccuper du financement. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, il y a deux sujets. Il y a un sujet conjoncturel sur l'année 2019, parce qu'une partie des ressources pour financer des infrastructures de transport, ce sont les amendes radars. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de dégradation sur les radars. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour 2019 pour tenir nos engagements. Combien manque-t-il ? Honnêtement, on ne sait pas aujourd'hui combien il va manquer de recettes radars à la fin de l'année. Mais clairement, il faut s'assurer qu'on aura bien les ressources nécessaires pour tenir nos engagements en 2019. Sur ces amendes radars, le sénateur Hervé Maurey parle d'un doublement des amendes radars. Il y a une passe d'armes entre vous et lui lors de votre audition en commission. Qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je lui dis qu'effectivement, il fait état d'un document de Bercy. Moi, je ne le connais pas. Vous voyez, je ne peux pas commenter tous les documents que tous les fonctionnaires de Bercy peuvent imaginer. On a des recettes radars qui sont une partie des ressources de l'AFIT. Ce que ça montre aussi, vous savez, c'est que ça doit nous interroger, en tout cas moi ça m'interroge, sur le fait de financer des politiques stratégiques et de long terme comme les infrastructures de transport avec des ressources qui fluctuent et avec des ressources dont je pense que tous collectivement, on peut qu'espérer qu'elles baissent parce que si les Français respectent les limitations de vitesse, ces recettes doivent baisser. Donc moi je pense que c'est important et on va y travailler d'avoir ces ressources pérennes pour financer nos infrastructures qui sont essentielles pour répondre aux problèmes qu'expriment les Français ces dernières semaines. Est-ce que ce n'est pas un message contradictoire ? Effectivement, d'un côté, on dit les radars sont là, ils ont une vertu pédagogique, et de l'autre, on voit bien que l'État en attend beaucoup, et beaucoup plus, toujours. Je pense que les recettes radars, on va bien utiliser les recettes radars. Et de dire que les recettes radars sont affectées, par exemple, à des enjeux de sécurité routière, ça doit aussi être un message qui est important. Moi, je dis juste qu'il faut qu'on puisse assurer le financement des infrastructures de transport. Et c'est tout le travail qui avait été fait par le Conseil d'orientation des infrastructures, avec des recettes pérennes, stables, avec de la visibilité. Et donc, c'est effectivement le sujet pour 2019. Et puis, dans la durée, vous savez qu'on avait indiqué qu'il fallait travailler avec une autre ressource pérenne. Et le travail, évidemment, il se poursuit. C'est un enjeu pour la prochaine loi de finances, pour laquelle on va évidemment tenir compte de ce qui remonte du débat. Mais sur cette loi mobilité, il manque 500 millions d'euros de financement, c'est ça ? On a toujours dit qu'on devait trouver 500 millions de plus pour 2020. Donc c'est un enjeu pour la loi de finances pour 2020. Écoutez, moi je ne vais pas anticiper sur le débat. Ces sujets, effectivement, ça fait partie des enjeux qui sont mis dans le débat et on tiendra compte de ce qui remonte de ce débat. Sur l'aspect pratique, juste une évaluation, combien de temps il va falloir pour les remettre tous ? Parce qu'on circule tous sur les routes de France ou à Paris, ils sont vraiment tous endommagés. C'est quoi les délais réels ? C'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ces radars, ils sont là pour inciter et même. Donc il n'y a pas de ça. Les Français. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre ? Le ministère de l'Intérieur va déployer certainement des nouveaux radars. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte augmentation des excès de vitesse. Il faut quand même avoir en tête que derrière ces excès de vitesse, c'est de la violence routière, c'est des blessés, c'est des décès. Donc effectivement, il y a un enjeu important. Un mot sur le projet de Charles de Gaulle Express. Ça aussi, c'est un projet controversé, liaison ferroviaire entre la gare de l'Est à Paris et l'aéroport de Roissy. Est-ce que vous nous confirmez que ce projet sera lancé dans les prochains jours ?
Alors le contrat de concession, je l'ai signé comme je l'avais annoncé. C'est un projet qui est nécessaire. Aujourd'hui, la desserte entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle est très majoritairement routière. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus se satisfaire de la desserte. Le message, il est très clair. Il est exclu que ce projet se fasse au détriment des transports du quotidien. Donc il n'y a pas 1 euro de financement public pour ce projet qui sera financé par ses utilisateurs et par une taxe sur les billets de transport aérien. Patrice Moyon. Est-ce que juste c'est pas quand même un projet qui va impacter les usagers du RERB? Alors il y a parce qu'ils sont inquiets, une quinzaine, mais j'entends tout à fait ces inquiétudes et ma priorité c'est les transports du quotidien. Il y a une quinzaine de projets très importants de travaux sur ce secteur. Le préfet de région a une mission que le gouvernement lui a confiée pour regarder comment organiser ces chantiers pour minimiser l'impact sur les usagers, notamment du RERB. Et évidemment, on tiendra compte de ces propositions. Moi, je vous le dis très clairement, il est exclu que ce projet se fasse au détriment des transports du quotidien et notamment des usagers du RERB. Courte question. Oui, à l'origine de la crise des Gilets jaunes, il y a évidemment la taxe carbone. Il y a une tribune qui a été signée par 86 députés de tous bords qui justement plaide pour une fiscalité carbone juste socialement. Est-ce que finalement cette taxe carbone elle va pas revenir sur la table ? Enfin, je pense que le président de la République nous a mis en garde. Le début de la crise, alors c'est des sujets très profonds, mais ce qui a cristallisé, c'est une augmentation des impôts. Donc je pense qu'il faut qu'on n'ait pas en tête qu'on va sortir de la crise en annonçant des augmentations d'impôts. Maintenant, dans le débat, il y a la fiscalité écologique, la transition écologique, donc c'est logique que ces sujets viennent aussi dans le débat. Elisabeth Borne, pour conclure, les drones qui vont nous transporter dans les airs. On avait le président de l'exploitation de la Tour Eiffel, le directeur général de l'exploitation de la Tour Eiffel tout à l'heure. Dans les villes, c'est pour quand on a vu des sujets, d'ailleurs, on en a remonté un, nous, une fois dans le JT à Shanghai, par exemple, où des drones transportent les gens. Alors, moi, je m'occupe déjà d'avoir, dès 2021, des navettes autonomes qui donneront des nouveaux services de mobilité. Mais dans les airs, là, je parle. Et dans les airs, nous, on travaille plutôt sur le transport, notamment de colis, sur la surveillance des voies ferrées, des lignes électriques à haute tension. C'est vrai que je ne suis pas sûr que, l'environnement de Paris soit tout à fait propice à développer des drones. On n'a pas forcément envie de voir autour de la Tour Eiffel, autour de Notre-Dame, des drones pour se déplacer. Mais par contre, il y a beaucoup d'usages très importants, je vous dis, par exemple, à la fois dans le domaine agricole et puis la surveillance de ces grandes infrastructures, des lignes électriques. Donc c'est quelque chose auquel on travaille également. Merci beaucoup Elisabeth Borne. Vous êtes la ministre chargée des Transports, d'avoir été notre invitée politique ce matin. Merci. Oriane Mancini, merci. Patrice Moyon, on passe au débrief de l'actualité dans un instant. Merci. Voilà. Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, quitte ce plateau, font leurs entrées. Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion. Bonjour Olivier, merci d'être là. Et bonjour Michel Richard, vous êtes éditorialiste au Point, merci d'être présent. Bonjour. L'arrêt de quoi ? Pas de la fabrication pour l'instant, des commandes qui se terminent de l'A380, qui sera compensée par la fabrication, au fond, de d'autres avions, au fond, plus petits. On n'a pas fait une erreur quand même de stratégie, dans les années où ça a été décidé, de transporter 800 passagers. On voit bien que ça ne marche pas. Non, c'est pourquoi, évidemment, les propos sont enjoués à écouter Elisabeth Borne. C'est presque un formidable succès que celui de l'A380. Alors, sauf qu'on ne va plus en fabriquer. Voilà, bon, et que personne n'en veut, parce que c'est quand même ça le problème. Il fallait, je crois, 480 pour arriver au seuil de rentabilité, c'est-à-dire compenser tous les financements de recherche, etc., qu'il a supposé. On en est à 200, à peu près, grosso modo, donc très très loin du compte. Donc évidemment, ça n'est pas un succès. Est-ce que ça reste un bel appareil qui est plébiscité par ses usagers ? Oui, mais ceci dit, personne n'en veut parce que c'est compliqué, parce qu'on ne veut plus ces mastodontes, parce qu'il faut équiper les aéroports. Vous êtes monté dans un 380 au milieu de 800 personnes, ça vous a plu ? Oui, les attentes sont déplaisantes. Maintenant, à l'intérieur, c'est très agréable, en effet. Olivier Auguste, 14 partis politiques lancent un appel contre l'antisémitisme, avec des exceptions quand même, le Rassemblement national, pas convié, etc. Est-ce que ça risque d'être une manifestation de masse ? Non, je pense qu'il y a un côté consensuel et probablement utile, enfin nécessaire à ce type d'appel. Je ne suis pas sûr que ça ait un impact particulier. En plus, on a déjà une polémique autour de ça, parce que les partis qui n'ont pas signé disent on nous a pas sollicité.
Donc voilà, il y a un côté symbolique qu'il faut pas négliger. C'est important de la part de nos représentants de montrer qu'il n'y a pas de faiblesse à avoir face à l'antisémitisme, qu'il faut rester à la fois vigilant et sévère face à toutes ces manifestations. Maintenant, est-ce que ce type d'appel est susceptible de toucher les personnes qui s'adonnent aux insultes ou aux actes antisémites? Malheureusement, j'en suis pas bien certain. Michel Richard, c'est à l'initiative d'Olivier Faure. Le PS est de retour sur le terrain politique, un terrain d'ailleurs qui lui est bien connu, sur lequel il est légitime. Naturellement, oui. Bon, je ne sais pas si ça suffira à le rétablir, parce que par ailleurs, on voit bien que sur des questions à la fois plus prosaïques et plus essentielles, qui sont les élections européennes, il reste quand même dans un brouillard, c'est le moins qu'on puisse dire, considérable. Non, je dirais sur cette affaire de manifestation contre l'antisémitisme, ce qui est intéressant, c'est de voir si l'appel de Detfiner Weiler, qui est rabbin de France, sera ou non entendu demain, samedi. Elle propose que cette manifestation des Gilets jaunes, désormais rituelle, et qui provoque d'ailleurs de plus en plus d'énervement populaire, soit dédiée, si je puis dire, à cette cause, comme elle a été dédiée la semaine dernière aux blessés des forces de l'ordre. C'est intéressant à voir ce que ça donne, parce qu'on voit que malgré tout, cette population-là est quand même très agité par des courants de ce type. Et enfin, ça donnerait peut-être un motif à cette manifestation, car on ne voit plus aujourd'hui pourquoi tous les samedis, quel est le message qui est donné dans nos rues. Olivier Auguste. Oui, il s'agit évidemment pas, c'est pas du tout le sens du propos de dire que les Gilets jaunes sont antisémites, mais on voit bien qu'il y a eu... depuis le début, que ce soit sur l'antisémitisme, que ce soit sur la violence, le complotisme, voilà, il y a eu un certain laisser-faire, une sorte de tolérance. Quelques éléments expriment comme ça ce genre de dérive, mais il n'y a pas de condamnation générale de la part des participants à ces mouvements, donc il faut faire attention, effectivement. Olivier Auguste, Alain Juppé quitte la vie politique, en tout cas effective, élective. Donc il quitte la mairie de Bordeaux, un petit délai de 15 jours, 3 semaines avant qu'il ne soit confirmé pour devenir membre du Conseil constitutionnel. Il y a un papier du Monde qui m'a intéressé avec un titre, avec Macron, un nouveau monde et des anciennes pratiques. Vous avez entendu la conférence de presse d'Alain Juppé. Au fond, il ne se sent plus de ce monde. C'est ce qu'il a dit, à la limite avec des larmes aux yeux d'ailleurs. Oui, alors outre l'aspect un peu émotionnel de l'adieu à sa ville, mais effectivement, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait été un peu désarçonné par toute cette ambiance de ces dernières semaines, et je crois que c'est un petit peu le côté tous dans le même sac qui est pourtant pas nouveau, mais qui s'est exacerbé ces derniers mois, notamment avec les Gilets jaunes, notamment avec les réseaux sociaux, et qui effectivement le laisse un peu perplexe sur le côté finalement de manque de sincérité qui est reproché aux hommes politiques, parce que c'est un petit peu ça qui est derrière. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, on ne vous croit pas, on ne vous écoute pas, et ce côté très généralisant ou généralisateur qui le laisse encore une fois un petit peu déboussolé. Alors effectivement, Alain Juppé, c'est un homme politique qui a une très longue carrière derrière lui, qui a beaucoup d'expérience, mais je crois que ça laisse aussi déboussoler des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont entrés en politique notamment à l'occasion des dernières législatives dans le sillage d'Emmanuel Macron, qui avaient une vie civile, j'allais dire entre guillemets jusque-là, et puis qui se sont retrouvés un petit peu pris à partie simplement parce qu'ils étaient devenus politiques, et ça aussi, ça les déboussole pas mal. Michel Richard, une vie politique bien remplie, ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, qui n'a jamais, au fond, réussi à avoir le Graal pour un homme politique, la présidence de la République. Et il l'a dit d'ailleurs, c'était assez incroyable cette conférence de presse. Il a avoué au fond qu'il avait raté la dernière marche. Je crois que c'est son expression. J'ai raté la dernière marche. Voilà, c'est la vie. Oui, il y a quelque chose, alors quand on est bienveillant, ce qui est évidemment notre cas, de touchant. Dans le vôtre en tout cas. Mais naturellement de touchant dans sa trajectoire, parce qu'au fond c'est quelqu'un qui pendant très longtemps n'a pas su prendre des décisions pour lui-même. Chirac lui disait de faire ceci, de faire cela, il obéissait. À un moment, il avait voulu, par exemple, être patron de la région Île-de-France. Chirac en avait trop besoin à la mairie de Paris, il lui a dit non, il s'est incliné.
Et finalement, il a toujours eu cette espèce d'hésitation. C'est quelqu'un qui n'a pas pris, en fait, sa vie en main. Il a été... C'est un faux dur ou quoi, Alain Juppé? Oui, je pense. Et puis, je pense beaucoup que c'est en effet un sentimental qui se cache, comme il l'a dit hier à la fin de sa conférence. Je pense que c'est très vrai. Et je trouve que cette fin, vous voyez, elle a quelque chose de sincère et donc d'émouvant. Je ne doute pas qu'il soit ému de quitter sa ville, etc. En même temps, il anticipe. Et pourquoi? Oui, l'esprit public est devenu délétère et ça le touche profondément. Et c'est d'ailleurs un avertissement qui doit tous nous préoccuper. L'esprit public est en effet délétère. Et en même temps, dans sa reconversion au Conseil constitutionnel, il y a aussi une forme de désertion qui est quelque part regrettable. Avec une première victime collatérale, j'allais dire, c'est Virginie Calmès, sa première adjointe d'ailleurs, qui quitte la vie politique. Elle ne sera pas maire de Bordeaux. Oui, alors je pense que depuis ses précédentes péripéties, notamment aux côtés de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains... elle a été vice-présidente quelques semaines. Hein. Oui, voilà, donc ça devenait compliqué. Franchement, ses perspectives d'avenir à la mairie de Bordeaux, je pense qu'elle prend le prétexte du départ d'Alain Juppé pour le partir dans la foulée. Voilà, et elle ferme une parenthèse, mais... il n'y avait pas de grandes perspectives pour elle sur ce chemin-là, en tout cas localement à Bordeaux. Et puis elle n'a pas d'autres mandats et puis ses relations avec Alain Juppé, c'était elle-même singulièrement détériorée. Quand elle s'était rapprochée de Laurent Wauquiez, ça n'avait pas facilité la fluidité de sa relation avec Alain Juppé. Merci beaucoup Michel Richard, éditorialiste au Point. Olivier Auguste, vous êtes le rédacteur en chef de L'Opinion. On retrouve évidemment vos commentaires, vos analyses dans vos journaux réciproque, je l'imagine. Merci à vous. On va regarder ensemble le Zap Matin. Christophe Combarieux, c'est ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais aussi chez nos confrères ce matin. On regarde ça ensemble, on se retrouve après. Après 18 mois de stigmatisation des maires, que n'avons-nous entendu? Nous étions trop nombreux, mes chers collègues. Nous étions incompétents. Nous étions clientélistes. J'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. Parce que je sais qu'une phrase prononcée à un endroit, à quelqu'un, qui n'est pas, dans ce contexte, forcément scandaleuse, peut donner ensuite, parce qu'on va dire, mais il a dit ça à tout le monde pour tous les problèmes, quelque chose qui est évidemment choquant. Je n'ai jamais dit des maires qu'ils étaient trop nombreux ou incompétents ou clientélistes, Président. Non. Clientélistes, si. Non, si. Non, mais c'est je suis désolé. Alors je vous enverrai je le regrette. Les dates. Je suis très preneur. Je répondrai sur les chiffres. Volontiers. Vous savez, on peut être opposant, mais dans une opposition constructive, c'est-à-dire une opposition où on assume les choix des gouvernements qu'on a soutenus, et on ne critique pas un président de la République sur des réformes que lui a portées et qui aujourd'hui sont en train d'entrer des faits. André Léniel, pour des raisons politiques, il déforme la réalité de manière très forte. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Le président de la République, il est comme moi, il est très respectueux de la séparation des pouvoirs. Par conséquent, je l'ai naturellement informé de mon intention. Il m'a dit c'est une idée excellente. On a quand même tous le sentiment que c'est en récompense, en remerciement du soutien que M. Juppé a exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron. Toutes les institutions de notre pays sont aujourd'hui dévoyées. Et c'est probablement une des raisons de la colère. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Je vais être trivial, je suis peut-être le seul, j'entends à le dire. Monsieur Juppé, il a été condamné, d'accord? Il a été condamné à un moment donné. Et oui, et ça le disqualifie de mon point de vue, même s'il a payé. Oui, mais au moins. Même si Alain Juppé a toujours l'image d'un homme parfois sec, austère en tout cas, moi qui le connais bien, je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Vous allez retrouver Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel, vous êtes content? C'est du bonheur. Voilà, dans un instant, la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. A tout de suite.